La femme aperçoit soudain la porte vitrée qui se met à trembler sans arrêt. Les arbres au loin s'effondrent les uns après les autres. Et l'instant d'après, la mère se déchaîne avec furie. La femme crie à son mari de s'occuper des enfants. L'homme saisit l'enfant pour gagner la rive, mais le tsunami les renverse aussitôt dans la piscine. Le fils aîné plonge dans la piscine au dernier moment. Mais la femme n'a nulle part où se réfugier et doit affronter de plein fouet l'impact du tsunami. La force colossale de l'eau l'emporte instantanément, et les débris dans l'eau deviennent des armes mortelles. Une corde s'enroule autour d'elle et manque de l'étouffer. À peine s'en est-elle débarrassée qu'une branche lui transperce la jambe. Malgré la douleur atroce, elle tente d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de sa gorge, et un sentiment d'impuissance terrible l'envahit. Heureusement, le ciel veille sur elle. Elle parvient à s'agripper à un grand arbre et survit tandis que l'eau continue de heurter ses blessures. Au moment où elle désespère, elle voit soudain son fils aîné passer devant elle. Emportée par le courant. Sans hésiter une seconde, elle se jette vers lui. Mais le courant est trop rapide et une branche lui transperce à nouveau la poitrine. La douleur insoutenable la fait presque perdre connaissance. Heureusement, Lucas parvient à s'agripper à un panneau publicitaire. Mais la femme est à nouveau emportée par les flots. Lucas lâche aussitôt le panneau pour sauver sa mère. Peu après, il repère un matelas qui flotte à la surface, nage désespérément vers lui et réussissent à s'y accrocher, ce qui leur offre enfin un moment de répit. Mais avant même qu'ils ne puissent grimper sur le matelas, un poteau électrique les sépare à nouveau et ils sont emportés par le courant. C'est alors que la deuxième vague du tsunami déferle avec fracas. Les arbres environnants sont arrachés de leurs racines et Lucas n'a d'autre choix que de plonger sous l'eau pour éviter l'impact. La force titanesque de l'eau le désoriente complètement, mais heureusement, il reprend vite ses esprits et parvient à s'agripper à un poteau électrique tout proche. Il appelle sa mère à grands cris, mais celle-ci, inconsciente, a été emportée vers un amas de débris. Fort heureusement, elle entend l'appel de son fils, reprend lentement connaissance et tous deux nagent l'un vers l'autre. Cette fois, ils parviennent enfin à s'étreindre fermement. L'eau finit par se calmer et ils s'accrochent à un grand arbre pour reprendre leur souffle. On ne sait combien de temps s'est écoulé, mais l'eau se retire peu à peu. Ils marchent jusqu'à un champ de canne à sucre où gisent partout des cadavres d'animaux noyés. Soudain, Lucas, qui marche derrière, s'aperçoit qu'un large morceau de chair a été arraché de l'arrière de la cuisse de sa mère. Il l'appelle d'une voix tremblante, mais lorsqu'elle se retourne, il détourne le regard, horrifié. C'est alors que la femme prend conscience de la gravité de sa blessure. Une plaie béante lui transperce la poitrine. Son instinct de survie lui avait fait oublier la douleur. Elle rajuste précipitamment ses vêtements pour épargner à son fils la vue de cette horrible blessure et lui demande de marcher devant. Après avoir traversé le champ de canne, il découvre que le village devant eux n'est plus qu'un champ de ruines. La mère panse sommairement la plaie de sa cuisse avec des feuilles, puis ils aperçoivent un grand arbre. Pour se protéger d'un éventuel nouveau tsunami, ils décident d'y grimper. C'est alors qu'au loin retentit le cri d'un enfant appelant à l'aide. Lucas, craignant qu'un nouveau tsunami ne survienne, refuse d'abord d'aller le secourir. Mais sa mère lui demande « Si c'était tes deux petits frères qui appelaient au secours, que ferais-tu » Finalement, Lucas accepte. Il trouve rapidement le petit garçon qui, par chance, n'est que choqué et n'a aucune blessure. Lucas l'aide à monter dans l'arbre, puis, avec son corps encore frêle, aide aussi sa mère à grimper. Tous trois attendent tranquillement dans l'arbre jusqu'à ce que l'eau boueuse se retire complètement. Bientôt, des secours arrivent sur place, mais il ne s'agit que d'un vieil homme. Faute de personnel suffisant, il ne peut que traîner la femme sur le sol boueux, tandis que Lucas dégage les branches devant sa mère. La douleur intense fait perdre connaissance à la femme. De retour au village, des femmes du coin nettoient sommairement ses plaies, l'habillent, puis la transportent en voiture vers l'hôpital. Tout le long du trajet, on croise des blessés et des gens à la recherche de leurs proches, ainsi que des camions remplis de cadavres. Lucas regarde sa mère avec inquiétude, craignant qu'elle ne subisse le même sort. Mais à l'hôpital, il découvre que l'établissement est déjà saturé et que le personnel refuse catégoriquement de recevoir de nouveaux blessés. Le vieil homme force le passage devant les agents de sécurité et fait entrer la femme. Comme l'hôpital manque de lits, il l'installe dans une pharmacie, explique la situation à Lucas, puis s'en va précipitamment. Peu après, un médecin vient chercher des médicaments et découvre la femme blessée. Apprenant qu'elle est elle aussi médecin, il soigne en priorité ses blessures. Puis elle est installée dans une chambre en attendant l'opération. La mère demande à Lucas de regarder sa jambe. En apprenant qu'elle est encore rouge, elle est soulagée. En tant que médecin, elle sait qu'une fois infectée, la jambe noircirait progressivement et la situation deviendrait alors extrêmement dangereuse. Lucas veut donner une orange à sa mère, mais celle-ci lui demande d'en partager un peu avec la patiente du lit voisin. À peine tend-il l'orange que la femme du lit voisin se met à convulser. La mère crie à Lucas de la tourner sur le côté et la femme vomit aussitôt quelque chose d'une odeur nauséabonde. Mais à peine Lucas s'est-il retourné que sa mère se met aussi à vomir. Heureusement, elle ne régurgite que des cheveux et des débris qu'elle avait avalés et son état se stabilise après. La mère aperçoit alors un homme qui cherche ses proches partout dans l'hôpital. Pour éviter que Lucas ne s'inquiète trop, elle lui demande d'essayer d'aider les autres.
Rapidement, Lucas rencontre un homme à la recherche de son enfant. Il note le nom de l'enfant dans un carnet et interroge tout le monde dans l'hôpital. Bientôt, son initiative attire l'attention et les gens lui confient les noms de leurs proches disparus. Ainsi, Lucas devient le petit ange de l'hôpital. Enfin, ses appels trouvent une réponse. I know you, Dad. Il demande au garçon qui cherche son père de rester sur place, puis va chercher le père. À ce moment-là, Lucas semble animé d'une énergie infinie. Il court jusqu'à l'homme et, en les voyant s'étreindre avec force, ressent une étrange satisfaction. Mais lorsqu'il veut annoncer cette bonne nouvelle à sa mère, il découvre qu'elle a disparu, Lee compris. Une infirmière s'approche alors, le prend pour un orphelin et le conduit au refuge pour orphelins, où on lui colle une étiquette d'orphelin. Il n'aurait jamais imaginé qu'en voulant simplement aider les autres à retrouver leurs proches, il finirait lui-même considéré comme orphelin. Le soir venu, l'infirmière emmène Lucas vérifier les effets personnels de sa mère. Mais Lucas n'est pas sûr qu'ils lui appartiennent. L'infirmière le conduit alors au service de soins intensifs, où il retrouve effectivement sa mère. Son état s'était brusquement aggravé, et elle avait été emmenée en urgence ici. L'infirmière avait simplement confondu les noms. De l'autre côté, le père Henry et ses deux plus jeunes fils ont également survécu. Pour retrouver sa femme et Lucas, il confie les deux petits à une femme, prévoyant de les rejoindre au refuge en montagne une fois qu'il aura retrouvé sa femme et son fils aîné. Mais après plusieurs jours et plusieurs nuits de recherche, non seulement il ne les a pas retrouvés, mais il s'est aussi blessé par accident. Au refuge, un homme qui a entendu son histoire lui prête spontanément son téléphone. Henry appelle immédiatement son beau-père, mais dès qu'il commence à parler, il éclate en sanglots. And I found Thomas and Sam. En entendant ses pleurs, l'assemblée replonge dans la tristesse. Henry vient de rendre le téléphone à l'homme, mais celui-ci le lui rend aussitôt, lui expliquant qu'on ne peut pas se contenter d'annoncer une mauvaise nouvelle à un vieil homme. Henry comprend aussitôt le message. Cette fois, sa voix est bien plus ferme. Il affirme qu'il fera tout son possible pour retrouver sa femme et son fils. Le lendemain, Henry accompagne l'équipe de secours dans tous les endroits possibles. La place remplie de cadavres, l'hôpital de fortune bondé, le panneau d'affichage couvert d'avis de recherche, mais aucune trace de sa femme, ni de Lucas. Alors qu'il s'apprête à se rendre au dernier hôpital, Henry aperçoit la femme à qui il avait confié ses enfants la veille. Il se précipite vers elle pour s'enquérir de ses deux plus jeunes fils et panique en apprenant qu'eux aussi ont disparu. À son insu, les deux petits sont justement en train d'être transportés vers un hôpital, et Henry arrive précisément à cet hôpital. Il supplie le chauffeur de lui accorder 5 minutes pour chercher encore sa femme, car il a déjà fouillé tous les autres hôpitaux. Henry parcourt le couloir en appelant sa femme à grands cris, sans remarquer qu'elle se trouve dans la chambre voisine, séparée de lui par un simple rideau. Au même instant, Lucas, allant chercher de l'eau, aperçoit une silhouette familière. D'un seul regard, il est certain que c'est son père. Il court en criant « Papa !» mais rate Henry de peu. Au même moment, les deux petits frères descendent du véhicule pour aller aux toilettes. Et Lucas arrive justement, mais il ne se voine pas. Ne trouvant pas son père, Lucas panique et se met à crier. There's Lucas! Les deux petits frères, attirés par la voix, lèvent les yeux et découvrent que c'est leur grand frère. Lucas se retourne, incrédule, et voit effectivement ses deux petits frères. Les trois frères s'étreignent avec force, pleurant de joie. Henry les aperçoit lui aussi dans la foule. La famille est enfin réunie.